Salut à tous, on n'y croyait pas vraiment et au moins cette fois on n'a pas été déçus. L'OGC Nice s'est une nouvelle fois incliné en Coupe d'Europe après la gifle reçue samedi dernier à Brest. On n'en attendait pas moins des Aiglons. Un brin fataliste francaise constate semaine après semaine ô combien son effectif s'est amoindri. Et si en plus certains dans le groupe considérés comme des cadres prennent leurs aises avec la discipline, il n'en faut pas plus pour se dire que ça sent vraiment la saison galère. 132e numéro de Gym Tonic avec cette semaine à mes côtés le retour de Léandra Iacono. On est content de te revoir, Léandra. Moi aussi. Salut Mika, bonjour à tous. William Ambercé, avant quelques petits jours de vacances, il est là sur le plateau, en forme. J'ai hâte. T'as hâte des vacances ou t'as hâte d'être avec nous? Non, j'ai hâte de partir. Ah bon, ouais, c'est ça. Bonjour à tous. Et le chef des sports de Nice Matin, Romain Laronche, qui fait lui aussi son retour sur le plateau de Ginto. Salut Romain. Salut Mika. Notre invité cette semaine va pouvoir porter son œil d'entraîneur et d'ancien Aiglon sur la situation actuelle du club rouge et noir. Il était hier soir du côté de l'Alliance Riviera pour voir ce match face à la Roma. Daniel Sanchez est dans Ginto. Salut Daniel. Bonjour à tous. Bon retour parmi nous. Merci. C'est un plaisir toujours de t'avoir sur ce plateau. Alors, au sommaire de cette émission, nous reviendrons donc bien sûr sur cette défaite de Buzyn face à la Roma hier soir avec un focus sur le plan de jeu de Francaise et cette question dans le pour-contre après les débuts pour le moins compliqués de Yvan Diouf. Faut-il lancer Maxime Dupé dans les buts? Léandra et Will en débattront. Nous évoquerons également le cas Mofi et Klaus et au-delà de ça, la vie de groupe des Aiglons. Puis nous enchaînerons avec la réception du Paris FC dimanche où la victoire est déjà obligatoire. Le promu parisien, il en sera aussi question dans le Souviens-toi de Romain en fin d'émission avec le dernier Nice PFC en Ligue 1. C'était en 1979 et ça s'était plutôt bien passé. Mais pour démarrer donc ce Gym Tonic, on va débriefer ce Nice AS Roma d'hier soir, Will, sans forcer, en accélérant deux fois peut-être dans le match. Les Italiens ont écarté des Niçois plutôt impuissants pendant cette rencontre. Complètement impuissants offensivement. En première mi-temps, ils ont plutôt donné le change défensivement. Le schéma y aidant beaucoup parce que Francaise avait choisi de densifier un peu son entrejeu avec Morgan Sanson en plus de Boudaoui et Van Hout. Par contre, on a vu que dans l'animation, c'était vraiment stéréotypé avec rapidement du jeu direct sur Kevin Carlos qui est tout sauf un excellent point d'appui. Donc tranquillement, la Roma a pris son rythme dans la rencontre et a frappé deux fois. Deux fois en plus, sur la première c'est une erreur encore de Yvan Diouf qui provoque ce coup de pied arrêté. Derrière on voit une défense centrale qui se relâche complètement, Ndjoumaba encore complètement absent dans le duel. Et puis il est tombé du ciel ce penalty avec le jeune Romain qui fait une faute de jeunesse. Mofi le transforme et à l'énergie, avec notamment des entrants qui ont été un peu plus remuants. L'OGC Nice a fait une meilleure fin de match, mais globalement c'était beaucoup trop peu pour espérer plus et pour espérer enflammer et être au niveau surtout de ce public qui, encore une fois, faut le dire ça, il y avait une très belle ambiance après un très beau tifo, au moins ça à l'Alliance. Ça a manqué de folie sur la pelouse, effectivement, de l'Alliance Riviera. On va regarder les stats de cette rencontre entre l'OGC Nice et l'AS Roma avec un chiffre quand même assez exceptionnel, 0 occasion manquée de la part de l'OGC Nice. Et donc ça veut dire bien ce que ça veut dire dans cette partie. Les expected goals, comme on dit, des Aiglons en première mi-temps, il n'y en a pas eu, ça c'est certain. En première mi-temps, 0.05. Voilà, ce qui est peut-être jamais vu dans l'histoire du football, peut-être, j'en sais rien, mais ou en tous les cas à Nice, ça c'est sûr. On n'a pas été confronté à ces stats-là. Voilà, timide les Aiglons peut-être dans cette rencontre, Léandra, ils sont allés à l'abattoir quasiment dès le début en se disant voilà, ça va être trop dur pour nous. Alors au-delà d'être timides, je pense qu'ils étaient surtout limités. Parce que même s'ils avaient voulu donner plus, finalement, comme l'a très bien dit Will, Kevin Carlos en point d'ancrage, c'était pas du tout ça. Il n'a pas gagné de duel, il n'a pas été bon en déviation, il n'a pas été bon pour conserver le ballon et pour permettre à son bloc de remonter. Donc après, il y avait un milieu densifié, c'est vrai, mais qui finalement n'a pas eu le ballon parce que le jeu passait directement par lui. Et puis Jérémy Boga, trop loin aussi. Et en fait, il aurait fallu que ce joueur-là soit proche de Kevin Carlos pour pouvoir créer quelque chose. Mais en fait, Jérémy Boga, il est encore très déconnecté de ses coéquipiers dans le jeu. Dès qu'il a le ballon, il avance, il est capable de faire des différences.
mais toujours très loin des autres. Et dès qu'il lâche le ballon, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'appel, il n'y a plus de mouvement. Et ensuite, les pistons, on en attendait peut-être un peu plus. Melvin Barr qui a gagné des duels, qui a été solide aussi défensivement. Mais à côté de ça, il y a trop d'approximations dans les sorties de balles, dans les centres, et finalement, très peu de présence aussi devant. Daniel, tu partages ce qui a été dit pour l'instant par Will et Léandra, vu du stade, comment tu as vécu cette rencontre ? Bien sûr, oui. C'est le constat qu'on peut faire. Bon, après, un match difficile déjà à Brest, un mauvais résultat, une équipe peu en confiance. Je pense que la première des choses, c'était de se rassurer défensivement, et on l'a senti, quoi. Alors ça a été relativement costaud quand même en première mi-temps, parce que les Romains n'ont pas eu non plus... Ils ont eu la domination, ils ont eu le ballon, mais peu d'occasions. Mais après, dans le jeu, c'était trop restrictif, et on a vu que ça ne sortait pas. Donc on a envoyé les longs ballons sur Mofi, sur Carlos, pardon. D'abord. Oui, d'abord. Et puis il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas d'appui, ça n'amenait rien, on perdait le ballon de suite et tout. Donc dans le jeu, c'était trop peu pour pouvoir espérer bousculer un peu, mettre un peu de vie, d'être un peu plus créatif. Donc finalement, en première mi-temps, on n'a pas vu grand-chose, quoi. Les stats le disent, hein, 0 occasion manquée. La seule occasion, ça a été du côté romain, où il y a eu ce ballon qui est passé devant la cage là en fin de première mi-temps, mais c'est tout, quoi. Donc ok, ça a été assez solide, mais on ne peut pas espérer gagner les matchs en donnant si peu, quoi. On avait l'impression, Romain, finalement dans la continuité de cette campagne de Coupe d'Europe de la saison dernière, catastrophique de l'OGC Nice, avec cette 35e place, on le rappelle, sur 36. Là, on aurait dit que c'était bien le 9e match de cette campagne de la saison dernière, quoi, en gros, quoi. Ouais, je vais nuancer un petit peu, parce que il y a de l'adversité. La S-Rom, c'est la meilleure équipe à l'indice UEFA. Donc, j'ai vu des pires matchs la saison dernière avec des équipes bis de l'OGC Nice en Ligue Europa. Le match d'hier, au moins, il y a eu de la solidarité. Défensivement, la première mi-temps, c'était costaud. J'étais plus inquiet après Le Havre-Brest, des performances, tant d'erreurs individuelles qu'hier soir. Hier soir, la première mi-temps, effectivement, il ne s'est rien passé. Mais je me suis dit, tiens, il y a un bloc défensif qui est plus costaud. Le retour de Dante, il a fait du bien. Des petits gestes techniques dans la surface de réparation, prise de risque et tout ça, qu'on n'avait pas vu ces derniers jours, et ces derniers matchs. Et puis malgré tout, le dernier quart d'heure en ballon des Niçois, les 3 entrées à l'heure de jeu, et surtout celle de Diop qui a fait du bien. Donc... Alors qu'il avait été exaspérant à Brest, Sofiane Diop. Ouais. Comme quoi d'un match à l'autre. Oui, enfin bon, après, est-ce que ça suffit pour en faire un joueur intéressant ? On en reparlera, mais bon, voilà, c'est quand même peu. C'est peu, mais vu l'adversité, je pense que c'est pas le pire match de Nice depuis le début de saison, loin de là. On va reparler de l'adversité, évidemment, mais avant cela, on va écouter Morgan Sanson, hier soir, en zone mixte, le milieu de terrain niçois, qui réagit à cette défaite. Ce qui a manqué, peut-être d'être un peu plus tueur à la récupération et dans la surface adverse, faire un peu plus mal. Et pour pas encaisser les 2 buts qu'on a encaissés, peut-être un peu plus de concentration. Et voilà, les soirées européennes, ça joue sur des détails. Et on l'a payé ce soir en 5 minutes. Le score était 2-0. Donc compliqué de revenir. On revient quand même à 2-1. Et je pense qu'à la fin, il a manqué un peu de folie. Il a manqué un peu de jeu plus direct vers l'avant, de ballon dans la surface, même si c'est pas académique. Mais ça met en difficulté les équipes, surtout à l'extérieur pour eux. Nous, à domicile, avec le public, je pense que on aurait peut-être pu gratter quelque chose en fin de match. Voilà, Morgan Sanson qui réagissait après la rencontre. Romain parlait d'adversité avec cette équipe de la Roma. Donc, comme tu l'as dit, premier au classement UEFA de cette Ligue Europa. Moi, elle m'a pas non plus bouleversé, cette équipe de la Roma hier soir. Hein. El Shaarawy, on l'a quasiment pas vu. Devant, bon, c'était... Voilà, ils ont 2 occasions de but. Quoi. Allez, 60%. La Roma était à 60%. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas dû forcer pour venir à bout de cette équipe de l'OGC Nice, ou parce que, bon, bah, ils en sont aussi peut-être en début de saison moi, j'avais regardé le derby romain quelques jours avant, mais dans l'engagement, ça n'avait rien à voir. Ils avaient battu la Lazio. Ils avaient battu la Lazio, et dans l'engagement, ils leur ont marché dessus.
Manu Koné, il était là, il était en tranquille, à sa main, à sa main. C'est le rythme de la rencontre a fait que rapidement les Romains ont senti que ils n'étaient pas bousculés et que tranquillement, sans se presser, ils allaient prendre la main sur la rencontre. Moi, c'est ça qui me gêne beaucoup. Et au final, on n'a même pas la sensation qu'en deuxième période, ils ont accéléré en début de deuxième période. C'est encore une fois, c'est des cadeaux qu'on leur fait, des mauvaises relances qui les laissent dans notre camp. Et donc du coup, en étant dans le camp adverse, forcément ils te mettent sous pression. Et un coup de pied arrêté suffit. Un excellent centre qu'on n'en a jamais vu de côté niçois de tout le match suffit aussi à passer devant bas et à marquer. Donc pour moi la Roma, mais facile. J'ai pas vu une grosse adversité. Le deuxième but romain, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à le marquer, celui-là. C'est joué à la perfection. Il est super beau. Le but est beau, le centre est parfait, bien coupé. Oui, mais comme à l'entraînement, t'as des plots en face. Et inscrit par un défenseur. Oui, mais t'as des plots en face. Ouais. Donc, on va vous montrer un chiffre. Le premier du jour, c'est le chiffre 13, évidemment, comme le nombre de matchs consécutifs sans victoire en Coupe d'Europe de la part de l'OGC Nice. La dernière fois, c'était contre les Moldaves, hein, c'est ça? C'était Tiraspol, la dernière victoire ou... Non. Oui, Tiraspol. Oui, parce que Bâle, tu fais nul et tu perds. Exactement. Donc, dernière victoire de l'OGC Nice en Coupe d'Europe, c'est le Sheriff Tiraspol. Daniel, ça a de quoi être un peu inquiétant, quand même, cette série-là, pour l'OGC Nice. La Coupe d'Europe, c'est un autre niveau, hein. C'est sûr. On n'a pas cette culture-là, même si, bon, là, c'est la deuxième année, donc on peut penser qu'il y a quand même, ils ont engrangé un petit peu d'expérience, mais c'est un niveau, voilà, il faut la jouer à fond, c'est des bonnes équipes, et donc, pour l'instant, c'est pas ce que l'on voit. L'année dernière, ça a été difficile, mais est-ce qu'on a vraiment joué l'année dernière avec des équipes un peu bis et tout? Cette année, on est obligé d'avoir une autre image, parce que quand même, cette 35e place n'était pas glorieuse. Donc je pense qu'il y a plus d'ambition à ce niveau-là. Mais après, il faut que ça se traduise sur le terrain, quoi. Et l'ambition de jeu, hier, on ne l'avait pas. On avait l'ambition de se rassurer, d'être bien défensivement. Mais après, il faut sortir, il faut aller jouer dans le camp adverse, quoi. Et quand on est dans le camp adverse, il y a des choses qui se passent quand même. On voit des choses. Mais le plus difficile, c'est d'y aller, quoi. Et on joue, on repart systématiquement avec une défense basse et tout. Donc là aussi, c'est bien de repartir. Mais quelquefois, il faut peut-être remonter, dégager et puis se trouver dans une autre situation, quoi. Et là, c'était trop systématique et finalement, on n'arrivait pas à sortir de notre propre camp, quoi. Donc ça devient difficile pour aller marquer des buts de l'autre côté, hein. Cette série, Léandra, de 13 matchs sans victoire en Coupe d'Europe, elle peut se prolonger. Parce que jeudi, tu te rends à Fenerbahçe, on sait ce que c'est que jouer en Turquie, et puis encore derrière, tu as un déplacement à Celta Vigo. Ah oui, ça va pas être facile d'aller gagner chez ces deux équipes, surtout Fenerbahçe. On sait que là, pour le coup, il y aura une belle ambiance bouillante, il va falloir être solide sur les appuis. Après, ce chiffre-là, il est difficile, surtout que c'est 11 matchs sans victoire sous Francaise. Donc voilà, c'est un coach qui pour le moment n'a pas de réussite en Coupe d'Europe avec l'OGC Nice. Mais il ne faut pas que ça rentre dans les têtes parce que... Il n'a jamais gagné en Europa League, Francaise. Ouais, que ce soit avec Lens ou avec Nice. Il n'a jamais gagné un match d'Europa League. Mais il a fait une campagne de Ligue Europa avec Lens? Eh bien, il a été éliminé en barrage. Ouais, parce qu'il était reversé de la Ligue des Champions. Ouais, exactement. Et Ok. oui, il ne faut pas que cette série elle rentre dans les têtes parce que ça a déjà été un long chemin de croix la saison dernière. Et c'est aussi parce que mentalement, Nice avait été avait subi en fait cette compétition. Donc là, il faut vivre les matchs à fond, sans calcul, parce que sinon, si on commence à avoir le frein à main, c'est sûr que Nice va pas s'en sortir. Un autre chiffre plutôt inquiétant, celui-là aussi, c'est 6 comme le nombre de défaites cette saison en 8 matchs pour cette équipe de l'OGC Nice, avec donc 15 buts encaissés, c'est énorme, 7 inscrits, voilà. Tout vient de la défense, Romain. Là, quand tu as encaissé 15 buts, quasiment 2 buts par match depuis le début de la saison, alors que c'était quand même quelque chose sur lequel tu pouvais te rassurer les années précédentes. Là, comment gagner des matchs quand on prend autant, quoi. Oui, non, c'est sûr. C'était le point fort du gym ces dernières saisons, mais le point fort, il n'y a plus Boulka, il n'y a plus Todibo, Youssouf est blessé, Dante, il a 42 ans et il faut ménager son genou. Et c'est le meilleur hier soir. Et c'est le meilleur de loin, c'était le meilleur hier soir. Mais c'était la force du gym, mais c'est plus les mêmes hommes, donc il y a tout à recomposer. Cette défense, on en a parlé donc du coup avec Djoumaba, parce qu'on a discuté hier soir, on a failli faire le focus autour de Djoumaba. Finalement, on s'est concentré sur le plan de jeu de Francaise dans un instant. Mais c'est vrai que
le petit Antoine Mendy n'a pas été trop mal, là pour le coup, hier soir. Mais Djoumaba, c'est compliqué quand même. Il a fait un bon match depuis qu'il est là. Je sais, non, pour moi non. Voilà, moi non plus. Non, pour moi non plus. Il a fait quelques bonnes minutes dans certains matchs où il se reprend, où ça va mieux, mais ça va pas du tout. Et au-delà de la défense, en fait, cette stat des 15 buts encaissés, pour moi, elle n'est pas symptomatique seulement de la défense. Elle est symptomatique d'une équipe qui n'est jamais dangereuse, donc qui subit plus, et donc forcément qui est plus souvent en danger, et donc qui est plus souvent amené à prendre des buts plutôt qu'à en mettre. Donc c'est un constat plus global que j'ai envie de faire que de stigmatiser seulement la défense. Il y a des énormes problèmes, on va en parler après aussi du gardien. Voilà, je suis très inquiet. Très inquiet. Celui qui n'est pas très inquiet de cette série, c'est Tom Louchet, le milieu de terrain de l'OGC Nice. On lui a posé la question hier sur cette série de 6 matchs sur 8, avec 6 défaites sur 8 matchs depuis le début de la saison. Non, je ne pense pas que ce soit préoccupant. Au contraire, ça nous forge encore plus. On récupère des joueurs. On a commencé à avoir un groupe assez élargi. Le coach a beaucoup de choix et a beaucoup de possibilités. Donc je pense que petit à petit, la mayonnaise va prendre, on va dire. Et j'y crois, moi. On va relever la tête et on va aller de l'avant. Daniel, la maison brûle, mais on regarde ailleurs. C'est comme pour paraphraser un célèbre chef d'État. Non, on regarde pas ailleurs, mais il peut pas avoir un autre discours, il va pas être défaitiste, donc c'est normal. Mais oui, il y a quand même le constat des chiffres qui est là. Bon, c'est 6 défaites. Voilà, alors vous disiez tout part de la défense. Non, tout ne part pas tout ne dépend pas de la défense, mais ça part de la défense. À partir du moment où on veut jouer, il faut déjà être assez solide, quoi. Mais après, il faut pas non plus tout mettre sur l'aspect défensif. Offensivement, c'est trop peu, quoi, parce qu'il n'y a pas assez de créativité, il n'y a pas assez de participation, il n'y a pas assez de sortie de balle. Et donc, voilà, alors, on fait ces constats-là, bien sûr, défensivement. Quand vous perdez les matchs, c'est que vous avez pris des buts. Donc, bon, mais il ne faut pas faire abstraction de tout le reste, malgré tout. Et l'aspect offensif, il faut se pencher vraiment dessus, parce que si on arrive à être plus dangereux, ça va ramener de la confiance. Donc, marquer des buts, ça amène de la confiance, et ça passe aussi par là, quoi. Leandra, ça me fait toujours penser à cette phrase de Michael Jordan. Tu vas nous la répéter, encore une fois. La défense... Non, c'est l'attaque. L'attaque fait gagner des matchs et la défense. Non, l'attaque fait lever les foules et la défense fait gagner des titres. Voilà. Donc pour l'instant, on est loin des titres du côté de Nice avec une défense aussi perméable. On va s'attaquer au focus de ce Gym Tonic. Et on va essayer de comprendre le plan de jeu de Francaise hier soir face à l'AS Roma. On en a déjà dévoilé quelques moments, quelques extraits. Donc Will, avec cette volonté d'alimenter Kevin Carlos devant pour se sortir en gros du pressing des Romains. Je suis un peu perplexe parce que en conférence de presse, le coach l'explique que en fait c'est une stratégie qui est venue en cours de match vu les difficultés de l'équipe à se sortir du pressing et du contre-pressing. Et après, par ailleurs, je le vois faire une com sur le site du club où il dit on avait prévu de faire du jeu long pour justement éviter leur pressing. Donc c'était prévu ou c'est on a le sonore, si tu veux qu'on l'écoute tout de suite, comme ça on peut réagir derrière. Ouais, parce que je sais plus là. Tu sais plus, t'es perdu. On écoute Francaise sur sa volonté, sur son plan de jeu hier soir face à la Roma. C'est très difficile de sortir de leur pressing. Une équipe très forte physiquement, très forte techniquement. On a été amené à jouer dans un premier temps, à sauter un peu le pressing pour essayer justement de ne pas avoir trop de pertes basses. On ne voulait pas faire que du jeu direct, mais c'était... D'ailleurs, on l'a fait sur quelques sorties plus basses. Mais malgré tout, ils nous ont amené souvent à amener ce jeu long. Ce qui a manqué, je pense, par séquence, c'était d'avoir plus de présence autour de Kevin, sur le deuxième ballon notamment, pour pouvoir... ou réattaquer derrière, ou pouvoir un peu poser le jeu, oui. Ça, je pense qu'il y a certaines situations où on aurait pu peut-être mieux le faire. Mais il faut se rendre compte de cette intensité qu'ils sont capables de mettre, et elle est vraiment très forte. Voilà, est-ce que tu comprends mieux Will maintenant ce qu'a voulu le coach? C'est la conf, c'est ce que j'ai vu. Mais après, je t'ai dit, il fait une autre com sur le site.
J'entends l'adversité romaine, mais encore une fois, moi j'ai du mal à avoir une très grosse adversité. Et puis, oui, il a manqué de soutien autour de Kevin Carlos, mais à partir du moment où Kevin Carlos ne garde pas le ballon, il peut avoir le soutien du monde entier. Hein. Tu peux te mettre à côté de lui, il n'arrive pas à garder le ballon, c'est perdu. C'est aussi de variété, d'appels dans la profondeur, d'appels contre appels, de redoublement de passes. C'est tout ça qu'il a manqué. Même Boga, il essaie d'accélérer, il voit qu'il est bloqué, il lâche le ballon, et puis quand une fois qu'il a lâché le ballon, il se retourne, il s'occupe même plus de faire un deuxième appel. Dans la profondeur, il n'y a rien. Et puis des centres aussi. Kevin Carlos, on le disait très vite. C'est un genre de surface. Mais c'est sa seule qualité. Il fait 96 kilos et voilà, il va dévier des ballons de la tête, du bout du pied. Mais il faut des centres. Et quand Tom Louchet est incapable d'en faire un, Melvin Bard est incapable d'en faire un, tu peux pas marquer de but. Là, franchement, les défenseurs romains, ils ont joué dans un fauteuil. Donc, au bout d'un moment, je ne sais plus. En fait, par rapport à Franquet, je suis même un peu inquiet par rapport à lui parce que je trouvais que ces derniers temps, il avait un peu trop le sourire après les défaites à Brest. Même pendant ce match à Rome, il avait le sourire. Il a même fait un peu d'humour en conférence de presse d'avant-match. C'est malheureux parce qu'aujourd'hui, c'est son équipe qui fait rire tout le monde. Donc, moi, je trouve pas la clé et je comprends pas. Et j'ai pas l'impression qu'il y a des leviers non plus. Parce que quand on voit l'équipe qu'il a et les recrues, Johnson hier, il joue pas une minute. Il joue pas. Chaud avec un gros bandage qui rentre. Abdoul Samed joue pas une minute. Match, ouais. Donc ça fait deux garçons qui représentent 10 millions d'euros qu'on laisse sur le banc pour le premier match de Ligue Europa. Donc ça montre que même là, encore une fois, les problèmes du recrutement. Franchement, je comprends plus rien. L'équipe est mal taillée. Daniel, est-ce que Franquès se renie un petit peu finalement quand il veut proposer comme ça du jeu long, parce que c'est pas quelque chose auquel il nous a habitués depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice. C'est plutôt le contraire d'ailleurs, c'est plutôt du jeu beaucoup plus construit. Est-ce qu'il a se renié hier soir? Il a expliqué, il a essayé, ils ont essayé de sortir comme ils le font d'habitude et tout, mais ils ont bien identifié que les Romains pressaient bien et tout, donc et c'était très difficile. Donc ils ont été contraints de jouer plus long. Sauf que quand on joue plus long comme ça, en essayant de partir de derrière, le seul joueur qu'il y avait dans le camp adverse, c'était Carlos. Donc il recevait le ballon avec toute la difficulté que ça représente et avec des qualités qui ne sont pas tellement adaptées à ça. Donc, quitte à jouer plus long, à un moment donné, puisqu'on est pressé là, par le jeu des Romains, ben on fait sortir tout le monde. On dégage, et à ce moment-là, on joue les seconds ballons, mais on est déjà dans le cas adverse, quoi. Et là, on peut récupérer les ballons. Mais quand il n'y a qu'un seul joueur dans cette zone-là, tout seul contre au moins deux joueurs, deux défenseurs adverses, c'est difficile, quelle que soit la qualité du joueur. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, ben, on n'arrive pas à sortir, ok, on sort, tout le monde remonte, tout le monde va dans le camp adverse, et le gardien dégage. Alors c'est un peu primaire peut-être, oui, mais par moment il faut aussi être réactif et puis voilà, devant les événements, savoir réagir à tout ça, quoi. Et pour ce jeu-là, Romain, il faut que tes milieux de terrain quand même accompagnent aussi, comme l'a dit Daniel, bien la montée de balle, les longs ballons, être à la réception des seconds ballons. Et on a vu par exemple que ce soit un Morgan Sanson, voire même un Hicham Boudaoui, un peu perdu sur le terrain hier de par cette tactique aussi. Oui, mais c'est pas le jeu de Franquès. Après, peut-être qu'il s'est adapté à la situation et qu'il voyait qu'il sortait pas de la nasse, mais c'est pas son jeu de jouer comme ça. Et ce pauvre Kevin Carlos, même il fait combien, 1m90, 95 kg, il prend pas un ballon de la tête, il perd tous ses duels. C'est compliqué de jouer ce jeu-là. Et on a vu à l'heure de jeu, quand Diop est rentré, il y avait un joueur créatif qui arrivait à garder le ballon, qui arrivait à combiner. Ben enfin, il se passait quelque chose. Tu as beaucoup aimé le match de Sofiane Diop, toi. Bah, son entrée, ouais. Alors que, par rapport à ce qu'il a montré ces dernières semaines, l'entrée d'hier, elle était un peu plus convaincante pour toi. Nettement plus, ouais. Mais c'est passé quelque chose, enfin. À un autre moment. Ouais. Est-ce qu'il s'est trompé, William Franquès? Il a le droit de se tromper en tant que coach aussi, parfois. Est-ce qu'il s'est trompé, au moins dans sa façon d'appréhender cette rencontre face à la Roma? Pour moi, ils se sont trompés dans la construction de l'effectif, surtout. C'est l'effectif. Donc, il fait avec ce qu'il a, quoi, en gros. Moi, je me demande si... J'ai une question. Est-ce qu'il est complice ou est-ce qu'il est victime de ce recrutement? Est-ce qu'il a accepté, il était d'accord sur les pistes, ou est-ce qu'il est victime? Est-ce qu'il n'avait pas le choix? Ou est-ce qu'on lui a dit, voilà, tu vas avoir tel joueur? Parce que Kevin Carlos, je ne comprends pas ce qu'il apporte dans le jeu Francaise, prôné par Francaise. Tu as perdu... Le joueur qui t'a mené toute la variété dans ce jeu, un peu parfois stéréotypé, c'était Evan Guessant. Tu as perdu ce joueur-là, aujourd'hui tu le cherches. Tu as essayé de le remplacer par Sinayoko.
Mais bon. Mais c'est ça la différence. Si tu as Sinayoko, mais c'est bien autre chose qu'avoir Kevin Carlos, Mofi. Tu as perdu Buonanni aussi. Buonanni ne faisait pas que des bonnes choses. Non. Mais il ne faisait pas que des... Mais c'était un autre style de jeu, un peu à l'image de l'entrée de Sofiane Diop, qui a amené un autre registre. Sofiane Diop qui est un peu plus porteur de ballon, qui peut amener de l'énergie dans la transmission et la verticalité. Ce que Buonanni pouvait savoir faire aussi. Aujourd'hui, tu n'as personne. Mofi, Carlos, c'est les deux mêmes. Incapables de garder un ballon dos au but et dans la profondeur, plus Mofi que Carlos. Carlos, je ne sais pas quelles sont ses qualités, à part s'il lui arrive un ballon dans la surface. Mais c'est ça qu'on voulait pour l'OGC Nice. Quand tu perds Laborde et Guessant, tu prends Kevin Carlos ? Je ne comprends pas. Donc aujourd'hui, ben oui, Francaise fait avec ce qu'il a. Mais est-ce que Francaise a poussé pour avoir ce qu'il a aujourd'hui ? Eh ben je sais pas. Et on rappelle, Leandra, que Francaise a prolongé son contrat au début du mois d'août. Comment tu l'as trouvé hier ? Moi, je le trouve peut-être un brin fataliste par rapport aux événements. Comment tu vois ça ? En fait, je suis un peu comme Will, j'ai du mal à le suivre en ce moment, alors que l'année passée, même s'il y avait des grandes difficultés, tout était assez clair, on sentait quand même le capitaine du navire. Et là, c'est vrai qu'il fait un peu de l'humour en conférence de presse. Et en même temps, il est aussi... On va pas lui reprocher de faire un peu d'humour. Non, pas du tout. Mais il est aussi... Mais il est mal placé. C'est mal placé. Bien sûr. Voilà. Mais c'est mal placé. C'est mal placé. En fait, c'est vrai qu'il est aussi un peu fataliste, comme tu l'as dit, Mika, parce que je pense qu'il se rend compte aussi des limites de certains joueurs. En fait, l'année dernière, même s'il y a des individualités qui étaient un peu moins au niveau, on voyait quand même quelque chose de collectif en train de se créer. Et là, au final, on a l'impression que s'il n'y a pas un joueur qui va faire la différence, par exemple Boca, avec une action individuelle comme face à Nantes, il ne se passe rien. Et en fait, ça fait 2 mois que la compétition a repris. Donc c'est à ce moment-là que tu montes en puissance, entre guillemets, que tu es en train de te créer un peu des certitudes. Sauf que là, on va avoir un mois d'octobre, un mois de novembre dantesque, avec des matchs de très haut niveau, et on voit une équipe qui n'est pas prête. Et c'est très inquiétant, et on voit un coach aussi qui, à un moment donné, continue sur une lancée, la même lancée toujours. Il n'y a pas de déclic, il n'y a pas de... Je sais pas, allez, on dit c'est une marotte, changement de système, à chaque fois qu'une équipe perd, il faut changer. Mais à un moment donné, il faut peut-être amener quelque chose d'autre. Parce que Sofiane Diop, on en parle, il a des qualités. Mais les qualités à Nice, quand il les a les mieux exploitées, c'est quand l'OGC Nice jouait en 4-2-3-1. Parce qu'il était plutôt dans une position axiale. Là, il n'est jamais à son poste. Dans sa position préférentielle. Donc, aujourd'hui, oui, il y a des individualités défaillantes, mais je pense qu'aussi, il y a des joueurs qui ne sont pas mis dans les meilleures conditions pour performer. J'ai un danger aussi dans la com, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a pris la direction de défendre son groupe. Voilà, il veut protéger son groupe. Ce qui est un peu normal publiquement, peut-être. D'accord, ok. Je ne sais pas ce qui se passe dans le vestiaire. Ok, c'est son droit, c'est son choix. Par contre, après 6 défaites en 8 matchs, on continue. C'est la politique du « non, mon groupe va bien », les bisounours. L'exemple très clair, Monaco. Il démarre plutôt bien en championnat. Fiasco à Bruges, 4-1. Thiago Scuro, zone mixte. Bam. C'est un scandale. Derrière, le week-end suivant, boum, 5-2 contre Metz. Ça n'a pas été si facile que ça. Ça n'a pas été si facile, mais t'en mets 5 et tu gagnes. Voilà. Aujourd'hui, il ne se passe rien dans ce club. Encéphalogramme plat, quoi. Encéphalogramme plat, et on laisse Francaise s'occuper de tout. Coach, il faut que vous gériez votre groupe, il faut que vous preniez la com, il faut que vous calmiez les supporters, il faut que vous réconfortiez tout le monde. Et les autres, on fait quoi ? On se cache et on dit rien. Toi, tu aurais aimé, par exemple, hier soir, une communication, par exemple, du directeur sportif Florent Maurice, comme a pu le faire Thiago Scuro. Il serait temps, non ? Après 6 défaites en 8 matchs, 15 buts encaissés, 7 buts marqués. Il a parlé dans les colonnes de Nice Matin et dans l'équipe. Mais il était content de tout. Florent Maurice, ok, mais moi je parle du président. Content de tout. Génial, on a fait un super mercato, on a tous les postes doublés. Alors, un mercato se juge en fin de saison. Tu peux déjà le juger. Quelle est la recrue qui t'apporte un plus ? Il faut être concret au bout d'un moment. Moi, je veux bien qu'on attend, on laisse du temps. 8 matchs, on va attendre combien ? 15 ? 20 ? Mais ça va être pire encore. Si on commence pas à secouer le cocotier maintenant, on va faire quand ? Est-ce à dire, Daniel, que dès le mercato d'hiver, il va falloir recruter en urgence à Nice des postes qui ne sont pas bien occupés ? Ça peut se traduire comme ça, oui, bien sûr. Alors après, par rapport à ça, moi, je suis un peu plus mitigé quand même, par rapport au discours des dirigeants, tout ça et tout. Vous voyez dans les championnats étrangers, par exemple, en Angleterre, en Espagne, vous entendez parler le président ? Non. Le directeur sportif ? Très rarement. Jamais. Jamais, c'est toujours l'entraîneur. Donc là-dessus... Parce qu'il a un rôle de manager aussi, l'entraîneur en Angleterre. Exactement. Oui, mais là, bon, on peut penser que Francaise a aussi un peu ce rôle-là, malgré tout. Donc...
Je pense que non, c'est lui qui doit parler, c'est lui qui... Il peut pas y avoir 36 voix. À partir du moment où il y a 36 voix, c'est difficile parce que c'est sujet à polémique et tout. Donc finalement, le fait que ce soit lui qui parle, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. À lui après de savoir ce qu'il a à dire et ce qu'il veut dire et tout. Donc ça c'est son problème, c'est lui qui vit les choses. Nous, on est à l'extérieur, on voit pas ce qui se passe dans les vestiaires et tout, donc c'est difficile de pouvoir juger qui que ce soit là-dessus, quoi. Donc le fait que ce soit lui qui parle, moi, ça me gêne pas du tout. Et est-ce que ça serait mal connaître Francaise, Romain, de se dire qu'avec cette prolongation de contrat, il est dans un certain confort aujourd'hui ? Factuellement, il est dans un certain confort. Hein. Tu ne vas pas le licencier juste après l'avoir prolongé. Mais aujourd'hui, le PSG l'avait fait avec Laurent Blanc. C'est pas les mêmes moyens. C'est pas les mêmes moyens. Non, mais je pense pas qu'on en soit là. Mais... Non, mais je parle pas de licenciement. Moi, je te parle de du fait. Voilà, il est installé, il est en contrat jusqu'en 2029. Il vient de re-signer. Est-ce que il se dit j'ai le temps, quoi, peut-être. Je sais pas. Je pense. Est-ce que c'est mal de poser la question à Daniel, mais un coach, il sait très bien que. Il réfléchit comme ça. Est-ce qu'il s'installe dans un confort, un coach ? Moi, j'ai pas l'impression. Dans la situation actuelle, je pense pas. Voilà, je pense qu'il est plutôt contrarié par tout ce qui se passe et tout. Donc, il peut pas être dans le confort, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas les dirigeants qui se confortent en se disant, voilà, de toute façon, on l'a prolongé, il va rester encore. Tout va bien au club. Là, je pense qu'il aurait fallu que la communication, elle vienne, mais avant le début de saison. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, alors, le président qui détermine la politique du club, avec les ambitions, les objectifs, tout ça et tout, que ce soit clair au départ. Mais fait par le président, pour vraiment amener du crédit, quoi. Et à partir de là, on peut réagir, l'entraîneur va réagir, le directeur sportif s'il veut et tout. Voilà. Tout ça, ça doit être fait en amont. Mais après, stop. On se rappelle que cette prolongation a été annoncée de façon surprenante alors qu'elle avait eu lieu quasiment un mois auparavant. Elle avait été réglée, signée auparavant, sur la demande d'ailleurs des dirigeants niçois. C'est ce que nous avait dit Francaise. Francaise, il avait été lui-même un poil surpris que ses dirigeants viennent vers lui pour lui proposer de renouveler son contrat. Donc c'était allumé déjà une sorte de petit contre-feu quand après l'élimination contre Benfica. Oui, on ne sait pas quelles sont les stratégies, mais on est obligé de se dire qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, Mika, ça a été un peu pour éteindre l'incendie et diffuser un message de positif pour rassurer aussi et dire regardez, le coach il subit pas les événements, il est avec nous, il est content de ce qui se passe, du mercato qu'on vient de faire. Donc, mais il avait prolongé avant aussi le recrutement de certains joueurs. Moi je le vois c'est pour ça que je vous dis, pour moi il n'y a que les dirigeants qui sont dans le confort, de se dire on a lancé le message qu'on a prolongé le coach. Attention, moi j'estime que le coach le mérite. L'année dernière, cette saison, c'est son mérite. Avec les blessures, tout ça, il a réussi. On est d'accord. À aller chercher cette 4e place. Mais après, c'est un fiasco. Et c'est pas que sa faute. Quand j'y reviens à chaque fois dessus, mais j'en reviens toujours pas de ce préliminaire contre Benfica balancé. Pour moi, il a été balancé. Autant dans ce que tu as pris, mais de ce que tu as vendu aussi. Quand je vois les blessés. Non, Guessant aussi facilement vendu avant le préliminaire. Il n'y a pas de... Tu n'as jamais senti une envie de le disputer, ce match, en fait. C'était déjà une montagne. Ah non, mais Benfica, on passera jamais, on gagnera jamais. Et Karabakh, les a battus. Un peu comme hier contre la Roma, en disant c'est l'équipe avec le plus fort indice UEFA. C'est normal qu'on perd. Voilà, tu te cherches toujours les excuses après, mais il n'y a rien dans le contenu. La priorité, elle n'a pas été donnée aux sportifs dans cette période de mercato. Non, elle était donnée à faire rentrer des sous dans les caisses. Voilà. Il fallait faire rentrer de l'argent dans les caisses. C'était la priorité absolue du club, comme tous les clubs de Ligue 1 ou presque. Et le sportif a passé au second plan. Et attention à ce déséquilibre du coup. Est-ce qu'on a déséquilibré le sportif pour les finances ? Ça va être une question qu'on va devoir se poser si ça continue à mal tourner. Quand tu remplaces des ambitions du club. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas dire aussi, non, finalement, on n'est peut-être pas capable de jouer l'Europe tous les ans ou de performer sur les 3 tableaux. Oui, le dire clairement aussi, peut-être que ça serait plus simple. Et puis attention, on rentre dans une période, un match tous les 3 jours. L'an passé, c'est là où il y a eu les 12-13 blessés. Là, il n'y a pas de blessés. Là, tu récupères à peu près tout le monde. Oui, justement. Là, tu joues avec qui a rejoué, ça c'est une bonne nouvelle. Mohamed Ali Chaud qui a rejoué. En fait, c'est un très bon signe, Mika. C'est un très bon signe parce que le groupe est en train de se recompléter. Mais c'est que des joueurs qui vont avoir besoin de temps pour retrouver une forme physique. Bombito, on ne sait pas si on peut le mettre tout de suite. Avec une trêve internationale, où il risque tous de repartir, tous ceux qui reviennent de l'infirmerie. Les Abdi, les Bombito, les Chauds, non peut-être pas Chaud, il n'y a pas de sélection. Mais voilà, il y a du monde qui va devoir repartir aussi en fait, il y a beaucoup de joueurs en manque de confiance, il y a beaucoup de joueurs en méforme.
Et du coup, pour créer un collectif, c'est pas facile non plus. Et puis il y a des joueurs aussi qui ne respectent pas la vie de groupe, ou en tous les cas qui prennent leurs aises, comme je l'ai dit tout à l'heure. On l'a su avant la rencontre, sur une question quasi anodine, posée par un de nos jeunes confrères en conférence de presse à propos de Terem Moffi. On a appris que Terem Moffi, il a eu un retard à la séance vidéo d'avant-match, c'était lundi, me semble. Il l'a pas dit. Ouais, mais c'est ce qu'on a pu comprendre en tous les cas. Et c'était 2 jours après la défaite assez scandaleuse et la gifle retenue contre Brest. Lui, et puis derrière, vous avez creusé un peu, Leandra, toi, oui, on a appris que Jonathan Klaus était aussi dans la même galère, entre guillemets, ou enfin dans le même manque de discipline, ce qui est un peu plus étonnant pour Jonathan Klaus peut-être, parce que c'était déjà arrivé à Terem Moffi, on s'en souvient, il avait été privé d'un match au Parc des Princes il y a quelques temps. Jonathan Klaus, ça n'était jamais sorti en tous les cas, et c'est un peu un joueur normalement qui doit montrer l'exemple. Qu'en déduire ? On avait fait le débat il n'y a pas longtemps. Est-ce que son départ avorté à Leverkusen allait laisser des traces et tout? Là, c'est une trace. Mais clairement, c'est un stigmate. Ça se montre. Ça se prouve. C'est que c'est un garçon qui faisait jamais de vagues jusqu'à présent. Il en a ras-le-bol. Mais il en a ras-le-bol. Il a lâché. Et puis, comme je l'avais dit à l'époque de ce débat-là, c'est plusieurs signaux. C'est pas seulement le cas de Jonathan Klaus qu'on n'a pas voulu laisser partir à Leverkusen. C'est toute la gestion de cet été qui a envoyé de très mauvais messages dans le vestiaire et qui, je trouve, il n'y a plus l'énergie vraiment positive dans ce vestiaire. Je trouve que Francaise, justement, depuis le début de saison, il s'obstine à dire ce que je vois à l'entraînement, c'est super, mon groupe, c'est super. Il le dit pas toujours. Non, si, ces derniers temps, il n'arrête pas de le dire. Oui, mais en début de saison, il a commencé en disant je veux défendre ce club, je comprends pas pourquoi on attaque ce club, et puis après, mon groupe, c'est génial, ce qui se passe et tout. Mais je suis désolé, mais tout ce qu'on voit sur le terrain, c'est tout l'opposé. À Brest, j'ai pas vu un vrai groupe, d'une énergie folle. Encore des occasions que tu mets pas à Brest, malgré tout. Mais t'en as déjà 3 encaissés quand tu commences vraiment à jouer. Mais tu sens réellement une énergie, toi, dans cette équipe, en fait? Non. Voilà, il y a peu de réaction. À un moment donné, il y a les paroles et après il y a les actes. Et dans les actes, franchement, je ne vois rien. Et donc, que Klaus lâche aussi. Terem Moffi, il avait déjà fait 2 fois sous Farioli. Donc, et après, il y a le deuxième pendant. Est-ce que la sanction, c'est... Alors, c'est la question que je veux poser à Daniel, parce que... ils n'ont pas été titulaires au coup d'envoi, ces 2 joueurs. Jonathan Klaus, normalement, aurait dû jouer ce match-là. Terem Moffi, peut-être aussi, même s'il est en concurrence depuis le début de saison avec Kevin Carlos. Et puis, tout ça pour les faire rentrer, finalement, à la 60e. Quel message on passe à travers, finalement, on n'a pas besoin de vous au début de match, parce que vous avez fauté, mais finalement, là, maintenant, on a besoin de vous, parce que on est mené 2-0. Oui, vous savez, c'est des situations, ça, qui sont toujours délicates pour les entraîneurs, parce que, on établit des règles, et quand les joueurs outrepassent les règles, donc il faut prendre des sanctions, ça c'est sûr, parce que sinon c'est l'anarchie, et donc ça part... donc il faut prendre des sanctions. Maintenant, quelles sanctions ? Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière d'avoir des joueurs qui arrivent en retard à une réunion. Mais je pense que prendre une sanction comme ça immédiate, c'est pas forcément la meilleure des choses. En tout cas, c'est pas ce que j'ai fait moi. La sanction, elle va venir, elle va être soit financière, soit sportive, soit on peut les suspendre pour un autre match et tout. Donc voilà, et on s'adapte aussi à ça. Mais est-ce que c'est une bonne chose de 24 heures avant un match comme celui d'hier, de se priver d'un joueur, de se punir finalement, de punir le club, c'est la double peine. Se mettre en difficulté alors que finalement on a besoin de ces joueurs-là puisqu'ils sont rentrés. Donc la sanction, moi je suis tout à fait pour. C'est tout à fait normal. Maintenant, peut-être qu'il faut adapter ça et puis s'arranger avec cette sanction-là. C'est pas se mettre en difficulté, c'est s'arranger. J'amène une sanction, mais comme je le veux moi, comme je le décide. Et donc, et ça peut contrarier les joueurs, mais c'est nécessaire, quoi. Mais là, finalement, on s'est mis en difficulté tout seul en se privant de joueurs dont on avait besoin, quoi. Si tu les fais rentrer à la 60e minute, c'est pas que seulement que t'en as besoin, c'est aussi que leurs remplaçants sont pas au niveau. Si Louchet fait un vrai match, peut-être que Klaus ne rentre jamais. Si Kevin Carlos est en réussite, peut-être que Moffi aura 5 minutes à la fin. Mais les deux sont pas bons. Donc tu es bien obligé à un moment donné de relancer tes 2 joueurs. Donc c'est aussi la faute du groupe. La faute des ceux qui ont la chance de jouer de ne pas me répondre présent.
Mais est-ce que ça incite pas peut-être Mofi et Klaus à recommencer au final? Parce que c'est comme si tu as un enfant que tu prives de contrôle de jeu, à un moment donné, tu vas être puni une semaine. Et puis au bout de 2 jours, ah bah tiens, non, allez, vas-y, va jouer. Quel message tu envoies? Non, ça je crois pas. Non, parce que s'ils sont arrivés en retard, je pense pas qu'il ait fait exprès. Ça peut arriver. Dans une saison, un joueur qui arrive en retard à un moment donné, est-ce que ça veut dire qu'il est mécontent ou pas? Bon, là, on extrapole un petit peu. Ça est arrivé. Moi, j'ai été joueur et certainement que je suis arrivé une fois en retard à l'entraînement ou à une réunion. Donc, voilà. Après, si c'est systématique, c'est autre chose. Si on sent que c'est volontaire, on sent que c'est fait, voilà, sciemment, ça, c'est autre chose. Mais là, bon, un retard, ça peut arriver. Ça se règle. Il faut que ça se règle, et ça sans ambiguïté, hein, vis-à-vis de tout le groupe. Mais après, je veux dire, il ne faut pas en faire une montagne non plus. Et puis, il faut s'accommoder de ça. C'est-à-dire que je règle le problème, mais à ma façon. À la façon des dirigeants, si c'est de l'extra-sportif ou quoi. Mais voilà. Et non pas sur un match où on se pénalise. Romain, à la place de Francaise, est-ce que tu aurais fait la même chose, finalement? Je sais pas. C'est toujours difficile. En plus, c'est des joueurs qui sont titulaires. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que le message, comme dit Daniel, il peut pas c'est s'il fixe un cadre au début de la saison et qu'il y a des joueurs qui sortent de ce cadre et qui sanctionnent pas, il va perdre son autorité. Mais après, c'est toujours délicat de se priver de ses meilleurs joueurs pour un match important comme ça. Mais William, il n'y a pas de bonne solution en fait. C'est pas la première fois qu'un joueur soit loupe un entraînement ou loupe une réunion ou est en retard. On se souvient de Mario Balotelli à Nice qui faisait à peu près ce qu'il voulait, mais sauf qu'il était performant sur le terrain derrière Mario Balotelli. Ouais, et puis ça dépend des prestations du joueur, mais aussi du coach. Voilà, il y a des coachs qui auraient pris une décision autre. Par exemple, Lucien Favre, sa façon de gérer Mario Balotelli, ça ne serait certainement pas. C'était pas celle de Patrick Vieira, ça ne serait certainement pas celle de Francaise non plus. Et c'est pour ça que Mario Balotelli a fait la meilleure saison. Voilà, sous Lucien Favre, ça lui a accommodé bien, mais ça dépend les coachs. Après, être coach, c'est le pire boulot. Nous, on est là, c'est facile. Pour nous, on est derrière le micro. Daniel l'a été évidemment coach. Il sait de quoi il parle, mais alors nous... Franchement, c'est le pire boulot, donc c'est toujours facile de dire après, si Loucher fait passe D pour Kevin Carlos, on fait tous là en disant il a pris la bonne décision. C'est très délicat, donc il a fait son choix. Après, peut-être que maintenant, vu ce que ça a donné, il va peut-être devoir agir différemment la prochaine fois sur une sanction. Il y a quand même des discours qui sont pas très rassurants depuis le début de la saison par rapport à ça, par rapport à l'implication du groupe, par rapport à toute cette vie dans le vestiaire. Et c'est ce qu'on avait dit plusieurs fois ici. Là, il y a eu ces sanctions qui ont été révélées, mais avant cela, il y avait aussi beaucoup de discours en conférence de presse pour dire « Attention les gars, il faut faire plus, il faut donner plus, et tout, il y a des matchs tous les 3 jours. » Et en fait, on a l'impression que c'est un problème plus global, et c'est pour ça aussi que Van Noot est venu, que Gouveia est venu, et on les a vendus comme des grands professionnels, parce qu'a priori, on en manque un petit peu dans ce vestiaire. Ils viennent d'arriver, il faut qu'ils prennent un peu leur marque aussi. En fait, bien sûr, mais quand ils sont arrivés, ils ont dit ils vont amener ce professionnalisme dans le vestiaire. Parce qu'ils arrivent, Gouveia, il arrive d'un grand club, Van Noot, il a tout gagné depuis 2 ans ou 3 ans avec l'Union Saint-Gilloise. Mais quand même, c'est problématique d'entendre ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au sein de ce vestiaire qui ne va pas. Et Gouveia qui reste sur le banc, alors il était passé au travers à Brest pour son premier match en tant que piston gauche. Là, on sait que peut-être à droite c'est un peu plus facile pour lui en tous les cas. Là, il a été préféré à Tom Loucher. Donc quel message tu envoies aussi à Thiago Gouveia en lui disant bon, t'as pas été bon à Brest, là on pouvait te faire jouer piston droit, qui peut-être un poste où t'es le plus à l'aise, et finalement on met Tom Loucher. Parce qu'après, il suit sa ligne de conduite du début de saison. Quand il ne fait pas jouer Klaus contre Auxerre, c'est Loucher qui fait un bon match en plus. Donc ça, pour moi, il est plutôt logique dans sa réflexion de coach. Il a fait une fois appel à lui, il a été bon. Après, il a relancé au milieu, là où il est moins bon. Donc voilà, je trouve ça plutôt cohérent. Après, par rapport à Gouveia, il a besoin de temps lui aussi. Donc Loucher, qui est là depuis plus longtemps, qui connaît le système Hayes, est prioritaire sur Gouveia pour l'instant. Ça me choque pas. Après, si Tom Loucher fait encore des prestations comme ça, on en reparlera. Si on peut prendre un tout petit peu de recul sur la situation. Essayons. Même si c'est difficile dans une émission comme la nôtre. S'il y a 6 défaites depuis le début de la saison, je pense pas que ce soit lié à l'état d'esprit, à un retard, machin. Si on reprend match après match les buts encaissés, c'est
toutes les erreurs défensives, Opong, Mendy, Diouf qui fait pas un arrêt, Kevin Carlos qui ressemble à Moukoko. Enfin, c'est le niveau des joueurs. Je pense pas que ce soit un état d'esprit. Les mecs, on les a vus hier, ils se battent sur le terrain. Ils ont résisté 45 minutes. Mais quand t'es pas bon, c'est que t'as un degré d'exigence qui est pas bon. Je suis désolé, quand tu fais des erreurs individuelles grotesques, c'est que ton niveau d'exigence, de concentration n'est pas au plus haut. Bah, je pense que c'est un niveau des mecs, c'est surtout ça. Mais le niveau des joueurs. On a le droit d'en attendre plus des jobs, des beaux gars, de tous ces joueurs qui techniquement doivent être au-dessus des autres. Mais même à Melvin Barr, qu'on a peine à reconnaître. Exactement. Depuis le début de la saison. C'est vrai qu'il a survolé, c'est notre aiglon de la saison. Les joueurs sont pris dans un engrenage. Quand tout va bien, ça sublime un peu tout le monde. Et quand ça va pas trop bien, c'est difficile pour tout le monde. Et même ceux qui sont au niveau ont tendance à être un peu moins bons et tout. Tirer vers le bas. Tirer un petit peu vers le bas et puis manque de confiance et tout. Donc après, sur les choix de l'entraîneur, c'est lui qui les a toute la semaine et tout. Et c'est lui le plus apte à faire les choix. Voilà, nous, on voit ça de l'extérieur sur le match. Et on refait le match. On ne parle pas avant le match, parce qu'avant le match, c'est une chose. Et puis après le match, quand on a tout vu, c'est autre chose, quoi. Donc voilà, il y a des choix qui sont faits, c'est toujours critiquable, j'en sais quelque chose, hein, donc bon, mais c'est facile de le faire après coup, quoi. Évidemment, mais c'est aussi notre rôle parfois de décrypter ce qui se passe autour du club et de tenter d'expliquer parfois ce qui est inexplicable aussi, parce que il peut y avoir plein de facteurs aussi psychologiques qui rentrent dans le train. Le marasme du vestiaire, moi je le vois déjà depuis cet été. Le groupe ne vit pas bien. Non. Non, les messages qui sont envoyés depuis cet été sont pas bons. Bon. Autre débat à venir, c'est le pour-contre. Faut-il lancer Maxime Dupé dans les buts puisque Yehvan Diouf a toutes les difficultés en ce début de saison pour assurer dans les cages niçoises. On vous a parlé de ses 15 buts encaissés, quasiment 2 par match. Alors il n'est pas évidemment fautif sur tous les buts, Yehvan Diouf, mais on a le sentiment qu'il ne dégage pas une grande sérénité haut et auprès de ceux qui regardent les matchs et auprès peut-être de ses partenaires. Donc on se pose la question, faut-il lancer le gardien numéro 2 ? Faut-il bouleverser la hiérarchie des gardiens déjà dès le début de saison à Nice ? La parole, puisque tu es de retour, Leandra, c'est à toi. Merci Mika. Non, pour moi ça serait totalement prématuré. Il faut se rappeler qu'Yehvan Diouf il est arrivé cet été, il a signé pour 5 saisons. Le gym va construire l'avenir avec lui, qu'on le veuille ou non. C'est son premier vrai transfert, parce que lui il était passé de 3 à Reims libre, donc ça aussi c'est quelque chose à digérer. Il est arrivé dans une équipe en reconstruction. Voilà. Il a le droit d'avoir des défenseurs aussi qui font le travail au marquage. Il a le droit aussi d'avoir des coéquipiers qui lui proposent des solutions à la relance. C'est pour ça aussi. Il y a ce manque de confiance qui fait qu'on voit au jeu au pied, il tergiverse beaucoup. Il fait ses erreurs, mais il a aussi fait ses matchs. Il y a ses 8 arrêts contre Auxerre. Sans lui, Nice ne gagne jamais ce match. Contre Nantes, il est là. Il fait ses 3 arrêts aussi importants, notamment dans le temps additionnel. Donc oui, Yehvan Diouf, c'est pas suffisant. Il a énormément de progrès à faire. On en attend beaucoup plus de lui. D'autant qu'il fait partie aussi du Conseil des sages et des relais. Et pour le moment, ce qui monte sur le terrain ne permet pas aussi de lui donner cette place dans le vestiaire. Après, moi, j'ai pas du tout envie de l'enterrer trop vite. Ça fait 8 matchs, c'est sûr. Il doit faire plus. Mais il a déjà montré qu'il avait des qualités. Dans une équipe, on l'a dit, qui jouait le bas de tableau. C'est sûr. Donc c'est aussi un cap à passer supplémentaire, il y a plus de pression, il y a des matchs plus importants. Avec Reims, il ne jouait pas contre la Roma ou contre le Benfica Lisbonne. Mais moi, Yehvan Diouf, il faut y croire, c'est pas le moment de changer trop vite. Tu as fait sourire William pendant ton argumentaire. William, tu vas nous expliquer tout ça. Déjà, c'est pas parce qu'on signe un joueur 5 ans qu'on mise l'avenir sur lui. S'il n'est pas bon, l'année prochaine, il s'en ira. Et, ta politique, c'est à un moment, il faut des actes, il faut que le joueur soit bon. Et là, oui, peut-être les circonstances atténuantes, oui, mais au bout d'un moment, on va pas attendre non plus qu'il en prenne 25. Je veux dire, ça fait 8 matchs, pour moi, j'en ai vu qu'un où il a été bon, et je l'ai trouvé bon et chanceux. Parce que c'est des arrêts réflexes avec des trajectoires qui lui reviennent dessus. Ok. Après, sur le reste, c'est beaucoup de buts encaissés dans son premier poteau, sur le début de saison, et du coup, qui enchaîne à Brest. Il reste collé à son premier poteau pour plus le reprendre, mais du coup, il anticipe pas le centre. Hop. Dès qu'il y a une frappe, on a la sensation qu'il y a but. Sur le frappe de Del Castillo, la deuxième, l'impression qu'il décolle jamais. Hier soir, on a oublié le but refusé. Mais s'il n'est pas refusé, c'est encore pour lui.
dans la gestion de la trajectoire du centre, dans la main molle sur la tête, il n'y a rien. Sur les 2 buts qu'il encaisse, il est inexistant. Sur le jeu au pied, même quand il joue long, c'est mal joué, c'est imprécis. Donc, non, c'est pas, le but quand je souhaite un électrochoc, c'est pas de l'enterrer, c'est d'essayer de trouver une solution. Et Maxime Dupé, il a les crocs. Ça fait depuis 2 ans qu'il dit qu'il a envie de retrouver le poste de numéro 1, et ben montre-le. Et à un moment donné, il y a des joueurs dans le champ, quand ils sont pas bons, on fait jouer les remplaçants. Le gardien, non, parce que c'est un poste trop exposé, mais à un moment donné, il faut essayer quelque chose. Alors, Maxime Dupé, il n'est pas numéro 2 juste pour attendre la Coupe de France. Donc aujourd'hui, le numéro 1 n'est pas au niveau, sans le condamner, mais il a le droit d'aller goûter au banc et de voir si le remplaçant il est meilleur. Daniel, ton avis par rapport à cet argumentaire? Je souscris tout ce qu'a dit William, sauf que je suis totalement opposé au fait de le sortir, quoi, parce que voilà, aujourd'hui c'est pas satisfaisant, on est bien d'accord, c'est pas, on attend autre chose, mais il faut savoir que le poste de gardien c'est un poste à part, quoi, complètement. Donc les arguments aussi venant de toi sont recevables aussi parce qu'il arrive, il n'y a pas longtemps qu'il est là. On l'a pris pour un certain nombre d'années, est-ce qu'il restera ou pas, ça on n'en sait rien, mais donc manque de confiance de l'équipe, manque de confiance de sa part, donc et on sait que ça part du gardien. Donc aujourd'hui, il y a toutes les raisons pour le sortir, sauf qu'il ne faut pas le faire, quoi, parce que réintégrer, et si ça ne marche pas avec Dupé, on fait quoi? Réintégrer un autre joueur, là ça va relancer la hiérarchie des gardiens, donc c'est compliqué. Si c'est un joueur de champ, c'est complètement différent. Il n'est pas bon, on peut le sortir, à un moment donné ça reviendra, on peut le remettre, il y a des postes différents, on peut le mettre à un autre poste et tout. Mais gardien de but, vous ne le mettez pas à un autre poste, hein. Il est là, et il faut faire avec lui. Donc en ce moment, c'est pas suffisant, mais on pense que ça va s'améliorer. Il a fait quand même une bonne saison l'année dernière avec Reims, malgré les résultats de Reims. Oui, mais ça, bon, on peut pas imputer d'arrêts en Europe. C'est sûr, quand tu subis 150 tirs, tu vas en faire. Hein. Oui, mais enfin, même cette année, on ne peut pas lui imputer tous les buts, quoi. Je n'impute pas tout, mais beaucoup de choses. Donc, le sortir à l'heure actuelle, je crois que si dans un mois on en reparle et puis que c'est toujours pareil, bon, évidemment, qu'à un moment donné... Oui, mais peut-être pas. Pour citer des précédents, on l'a remis en confiance et que ça va beaucoup mieux. Pour citer des précédents, Claude Puel, première année, il choisit de titulariser Joris Del. Au bout de 3 matchs, David Ospina. C'était parti. Patrick Vieira, Lucien Favre, Cardinal. Patrick Vieira. Patrick Vieira au début. 3 matchs, Cardinal sort et Aimé Benitez, et c'est parti. J'entends que c'est vrai que c'est délicat le poste de gardien, mais au bout d'un moment... Mais il y a des précédents contraires, Robin, je vais venir vers toi par rapport à l'AS Monaco. Tiens, par exemple, il y a eu des problèmes de gardien entre Philippe Cohn et Majeski la saison dernière, qui a eu cette gestion-là. Un coup je te mets Cohn, un coup je te mets Majeski, un coup je te remets Cohn, enfin bon... Ça n'a pas marché non plus. Et ça n'a pas marché. Il n'y a pas forcément... Quand il n'y a pas un gardien qui s'impose naturellement, forcément ça relance le débat. Je me suis trompé de conducteur par contre, non? Pourquoi? Je croyais que c'était faut-il lancer Dupé. Il faut-il lancer Maxime Dupé. Et là, c'était le procès Diouf. Oui, mais bon, l'un ne va pas sans l'autre. Du coup, pourquoi lancer Dupé si Dupé est bon? Est-ce que Dupé a des qualités, du coup? Enfin, je sais pas, non. Il en a montré, il a quand même gagné la Coupe de France avec Toulouse. Je vais juste en revenir, encore une fois, aux dirigeants. Hein. C'est eux qui ont choisi Diouf, et c'est eux qui ont pris Dupé aussi il y a quelques temps. Donc, si les deux sont pas bons, encore une fois, ce sera leur choix. C'est indépendamment de la valeur des joueurs. Hein. Là, on juge pas Diouf ou on juge pas Dupé, c'est pas ça. C'est le contexte, c'est la situation aujourd'hui, elle est là. Il a commencé avec lui. Il faut qu'il continue un peu encore, quoi. Donc, et puis après, on voit ce que ça donne. On va pas s'entêter absolument à ce que ce soit comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que ce serait dangereux de changer parce qu'on risque de perdre les deux. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça, qui le sait? Il n'y a personne qui le sait. Mais quand il a signé, moi je croyais que c'était une super affaire, parce qu'en fait, Diouf, je vois jamais jouer. Qui c'est qui regarde les matchs de Reims? On voit ses arrêts dans le résumé de 3 minutes. Voilà, donc tu dis, le mec, il a une super détente, il sort bien, il a des réflexes et tout, et il est où ce gardien? Les qualités intrinsèques de Yvan Diouf, c'est les sorties, par exemple, les sorties aériennes. Le jeu au pied, le jeu au pied d'abord, peut-être. Ou pas? Non, je sais pas, trop confiance. Je pose une question. Les sorties aériennes, le jeu au pied, c'était quoi? Avec Reims, quand il jouait sous Will Steele, il était habitué justement
à jouer haut, à jouer beaucoup au pied, à être une sorte de dernier libéraux presque, avec une défense à 3 devant lui. Donc c'était un système de jeu un peu similaire à celui de Francaise. C'est ça qui était assez rassurant. Après, oui, normalement, dans les airs, c'est déjà quand même meilleur que Boulka. Il sort plus que Boulka. Oui, sauf hier. Boulka, alors hier, je sais pas ce qui s'est passé, il n'avait pas envie de sortir. Boulka. Mais on me l'avait déjà dit quand il est arrivé, et ça se confirme, son énorme problème, c'est le placement. Il a de très gros problèmes de placement. But au premier poteau, encore hier soir, tu parlais des buts au premier poteau, il prend un but au premier poteau. Il a de très gros problèmes de placement. Bientôt, ça se travaille. Bientôt, je vais faire un papier et des chiffres. Avec un entraîneur des gardiens, ça se travaille. Bien sûr, ça s'améliore, ça peut s'améliorer très rapidement, même normalement. On espère et on peut penser qu'il va s'améliorer. Il n'est pas au summum de sa carrière. Donc, voilà. Après, quand on est dans une mauvaise passe, que ce soit au niveau de l'équipe ou au niveau individuel, c'est pas facile de revenir. Donc, encore une fois, est-ce que le sortir, c'est pas l'enfoncer définitivement? Est-ce qu'on prend la bonne solution vis-à-vis de Dupé? Voilà, ça peut marcher ou pas. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais donc, c'est pour ça que, bon, dans l'urgence, attendons. Quoi. On se rappelle aussi que Marcin avait eu d'énormes difficultés en début de saison, avec devant lui une défense en construction, avec Moïse Bombito qui venait d'arriver, qui avait beaucoup à apprendre, avec Mohamed Abdelmonem qui avait fait, et Youssouf qui aussi avait fait des matchs très difficiles au début. Donc ça aussi c'est important d'avoir... Circonstance atténuante que la défense devant lui ne l'aide pas. Peut-être. Et est-ce que dans le staff, il y a ce qu'il faut pour l'aider? Ça, je sais pas. Je suis pas dans le staff, mon cher Will. Pas encore, peut-être. C'est jamais. Allez, on va passer, voilà ce qu'on pouvait tout dire à propos de ce match entre l'OGC Nice et la Roma. Donc la défaite des Aiglons dans ce premier match de Coupe d'Europe, d'Europa League cette saison. Prochain déplacement de l'OGC Nice, ça sera à Fenerbahçe. Ça sera jeudi, ma chère Léandra, tu te rendras en Turquie. À Istanbul. À Istanbul, tu vas voir, ça me ravit. C'est une ville magnifique, tu vas adorer. On va passer à l'indiscret. On a vu fleurir sur les réseaux sociaux ces derniers jours des rumeurs comme quoi eh bien, le sponsor maillot de l'OGC Nice, le fameux Robin Hood, le Robin des Bois, de la finance ou je ne sais quoi, et par l'intermédiaire de Vladimir Tenev, serait peut-être le potentiel successeur de Ineos et Jim Ratcliffe pour racheter le club. Alors Will, tu t'es un peu rencardé là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est complètement faux. Boum. Malheureusement, pour tous les Niçois qui se passionnent pour ce sujet, et je les comprends, quand on voit aujourd'hui la situation du club et les espoirs qu'il y avait en Ineos et son pouvoir financier, les supporters attendent aujourd'hui un nouvel investisseur pour l'OGC Nice. Mais ce ne sera pas Robin Hood, parce que Robin Hood, déjà, quand il s'investit à l'OGC Nice en tant que sponsor maillot, c'est une stratégie purement commercial qui la regarde, c'est-à-dire investir le marché européen. C'est une entreprise qui est américaine et qui n'avait pas sa porte d'entrée à l'Europe, qui vient de l'obtenir cet été avec une licence particulière, et donc s'afficher sur le maillot de l'OGC Nice leur fait une vitrine. Mais Robin Hood n'a aucun intérêt à acheter un club de foot. C'est... Ils sont sponsors maillot NBA, par exemple, aussi. Voilà, mais c'est depuis un moment, NBA. Mais c'est leur manière de faire une vitrine pour leur entreprise de crypto-monnaie, qui est vraiment une entreprise financière. Donc, ils utilisent la vitrine sportive pour leur business. Et avec le GC Nice, c'est pareil. Aucun intérêt d'acheter un club. Et le dernier argument que je peux donner aux gens, pour essayer de leur donner une tendance de comprendre si c'est vrai, si c'est faux quand ils entendent quelque chose, parce que comme les Saoudiens, il y a quelques mois où toutes les semaines on nous envoyait c'est vendu, j'ai le jardinier de mon cousin qui m'a dit que c'est sûr. Juste une chose, aujourd'hui c'est Ineos qui a missionné une banque britannique pour vendre, et c'est Ineos qui négociera avec un potentiel acheteur. Donc aucun Niçois ne sera au courant avant Ineos. Et pour que l'un Niçois soit au courant après Ineos, il faut qu'il se passe du temps. Parce que c'est vraiment là-bas que ça va se jouer. Et le petit dernier argument pour montrer que la com entre Ineos et l'OGC Nice n'est toujours pas au beau fixe, on attend depuis bien 3 semaines maintenant une interview de Jean-Claude Ban et de Ineos. Et ben, encore ce matin, je demande au club, on me dit on ne sait toujours pas. Donc, eux aussi sont en attente d'ailleurs. Mais évidemment, Franck Hayes l'a même réclamé lui-même. Donc, Jim Ratcliffe qui était hier soir au stade, à l'Alliance Riviera, mais qui n'était pas dans la tribune présidentielle. Il était en face. Il était en loge. Et c'est pas parce qu'il était là que le club sait quand c'est qu'ils vont parler. Donc ça prouve à quel point que même s'ils sont là,
Ils se disent pas grand-chose. On l'a vu quand même dans les vestiaires. Il est venu voir les joueurs, il est venu voir l'encadrement serrer les pinces. de Nice, serrer quelques pinces. Mais c'est vrai que pendant la rencontre, il n'était pas aux côtés de Fabrice Bocquet ou de Florian Maurice. Mais après, ils ont une loge à eux, Ineos. Oui, enfin bon, quand c'est la première fois que tu reviens au stade, depuis que la fiducie avec Manchester est terminée, on peut imaginer que tu vas peut-être soutenir des dirigeants que tu as toi-même nommés, c'est-à-dire Fabrice Bocquet par exemple, puisque c'est lui qui a été nommé président de l'OGC Nice par l'intermédiaire de Jim Ratcliffe et d'Ineos. Donc pourquoi ne pas t'afficher pendant la rencontre avec lui? Là est aussi la question. Nous, quand on se plaint de la communication d'Ineos, on nous répond toujours c'est une entreprise de pétrochimie, la communication très peu pour eux. Mais pourquoi ils ont pris un club de foot? Ben voilà, alors pourquoi c'est quoi? C'est du... Comment c'est? Greenwashing. Greenwashing. Oui. Ouais. Non, de toute façon, on le savait, à Nice, c'était pour avoir Manchester. Maintenant qu'il a Manchester, Nice... Mais bon, il était là. C'est bien. Non mais, voilà. C'est bien, pour ce que ça apporte, de fait qu'il soit là. Daniel, est-ce que Ineos a intérêt à vendre rapidement l'OGC Nice, vu le peu de moyens qu'ils mettent aujourd'hui dans le club? Je ne sais pas. Enfin, peu de moyens. Là-dessus, j'ai pas vraiment d'infos. C'est relatif, peu de moyens. Ils ont eu 60 millions encore cet été. À partir du moment où... Bon, on a vu ce qui s'est passé avec Lausanne quand ils ont pris l'OGC Nice. Lausanne est passé un petit peu en retrait. Maintenant, il prend Manchester et donc l'OGC Nice passe en retrait. Alors, quel intérêt pour lui de garder les deux? Après, il y a des intérêts peut-être financiers ou je ne sais pas. Voilà, il voit les choses. Nous, on est des sportifs. C'est un domaine qui nous dépasse un petit peu, quoi. Alors là, a priori, comme ça, ouais, ce serait peut-être mieux, en tout cas pour le GC Nice, s'il passait la main et puis que quelqu'un de sérieux reprenne. Mais quelqu'un de sérieux, il faut le trouver. Hein, encore, là, Romain, la présence d'Ineos, elle est à la fois rassurante, parce que tu passes la DNCG haut la main et puis remettre au pot s'il le faut, on l'a dit encore, 60 millions d'euros cet été, mais à la fois aussi inquiétante au niveau sportif. Pour moi, elle est nettement plus rassurante qu'inquiétante. Parce que, comme tu dis, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, tu sais que tu as un actionnaire qui est ultra solide, milliardaire, qui éponge toutes les dettes en fin de saison. Il faut se rappeler d'où vient le club avant Ineos. Alors, certes, maintenant... d'où vient le club avant Ineos, c'est Jean-Pierre River, quand même. Ouais. Alors, et Julien Fournier. Qu'est-ce qui s'est passé avant Jean-Pierre River? Qu'est-ce qui s'est passé entre Jean-Pierre River et Ineos? Il y avait les Sino-Américains qui ont quand même ramené Mario Balotelli. T'as failli faire champion. Ouais. Si tu perds pas Willan Cyprien avec les Sino-Américains. Avec les Sino-Américains, t'as Mario Balotelli. Arrêtez, c'est les Sino-Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? C'est la meilleure saison sous Lucien Favre, tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Tu finis 3e alors qu'elle était... Il faut pas juger sur une saison. Non, mais la dynamique du club... Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière, les Sino-Américains? Ils ont repris Nancy, ils les ont fait caler en national. Avec Nice, au moins, t'as vu du football. Non, mais il y a... Ok, d'accord, mais bon... Cette année-là. Non, je refuse d'entendre que l'OGC Nice a grandi sous Ineos. Il n'existait pas avant. Ah, mais j'ai pas dit ça. Ah, presque. J'ai pas dit qu'ils n'existaient pas avant. Il y a eu 3 titres dans les années 50. Oui. Ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Sino-Américains, t'as les droits dans le mur. Ils avaient pas un rond. Là, avec la crise des droits télé, t'as un actionnaire comme ça. Non. Tu finis comme Nicolas. Ouais, mais excusez-moi. Cette année-là, j'ai vibré football. Il y avait peut-être pas un rond, mais il y avait des bonnes idées. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as un peu plus d'argent, mais tu as moins de bonnes idées. Mais parce qu'il n'y avait pas qu'une histoire de rond. Il n'y avait pas qu'une histoire de rond. Quand, oui, les Sino-Américains ont mis une limite financière à un moment donné, mais il y avait des dirigeants qui avaient des idées. Tu loupes Memphis Depay, tu as l'idée de le faire parce que les Sino-Américains n'ont pas voulu mettre de l'argent. Ok, mais tu avais l'idée de faire Memphis Depay. On voit derrière ce que ça a donné à Lyon. C'est quand même pas mal. Aujourd'hui, tu as l'idée de faire Kevin Carlos, et de faire Abdoul Samed, et de faire Johnson, et de faire Diouf dans les buts, et de faire que des mauvaises idées. Que des mauvaises idées. Que l'on c'est pas une question d'argent. Que l'on jugera Will encore une fois à la fin du mercato. Parce que la question d'argent, c'est Johnson, ça en vaut 7, et plus les bonus qui peuvent arriver à 10. Abdoul Samed, c'est 2,5 millions. Kevin Carlos, c'est 6. Ça fait 18 millions et demi. Avec ces 18 millions et demi, moi j'en trouve un de bons joueurs plus intéressants qui suffisait. On va te répondre encore une fois que tu as loupé Sinayoko parce qu'il y a eu des... rien que déjà Sinayoko à 8, loupé Madi Camara. C'est déjà, il a les 3 dans les jambes déjà. Königsdörfer, c'est la visite médicale. Il y a les 2 autres comme ça, a priori. Moi je pense que Sinayoko, si tu veux vraiment le faire, tu le fais. Tu peux le faire. Mais oui, si tu veux vraiment. Il est convaincu qu'il va venir. Je suis sûr que pour Nice, il va au clash. Il est posé avec le maillot de l'OGC Nice sur un quad cet été. Non mais oui, mais je te le dis. Il était un peu moins chaud d'aller à Lens. Ouais. Tout à fait. Tout simplement. Bon, en tous les cas, ça a enflammé le plateau, là, ce petit débat autour de la vente du club. On va le faire régulièrement. Moi, j'aime bien, comme ça permet d'avoir des idées un peu... parce que Romain a ses idées, il a le droit de les avoir. Et c'est vrai que on n'est pas tous d'accord, mais au moins, ça fait
participer et ça fait vivre le plateau et le débat. On va passer au Paris FC. Ce match de dimanche 15h du côté de l'Alliance Riviera. Donc les Niçois qui reçoivent le promu du Paris FC. La victoire ou la crise, c'est toi qui m'as soufflé ça. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord, Will. Tu m'as dit, ah ben si. Ah ben oui, parce que quand tu regardes ce que tu as joué comme adversaire, tu peux pas te permettre de ne pas avoir 9 points. Et c'est déjà 9 points, bilan de 9 points après ce calendrier-là, déjà, ce sera pas une grande gloriole. Mais alors, en avoir 6, ou moins de 9, du moins 6 ou 7, ça serait terrible. Donc pour moi, oui, la crise, parce que tu auras joué Le Havre, Toulouse, Auxerre, Brest, pas un top 10. Paris FC, Nantes, pas un top 10. Et tu aurais moins de 9 points Non, c'est pas possible. Là, tu peux obligatoirement parler de crise. Parce que derrière, tu vas jouer Lyon, Monaco, Paris Saint-Germain. Ce sera autre chose. Même si c'est vrai que des fois, les calendriers ne sont pas toujours... Le foot, c'est irrationnel. Hein. Non, quand on regarde les calendriers, on se dit, bon, ben là, on va prendre des points et puis on les prend pas. Et sur les gros matchs, bon, c'est des contextes différents et on peut les prendre là aussi. Mais il n'y a rien de garanti, bien évidemment. Donc, il s'avère qu'il y a une série maintenant qui se présente, qui, bon, ça va être difficile, hein, c'est certain, mais est-ce que c'est pas ce qu'il nous faut à ce moment-là, quoi, pour que les énergies s'associent et que ça tourne un petit peu, quoi. C'est ce que je croyais hier, en fait. Non, mais un match comme la Roma, avec le prestigieux adversaire, avec une première à la maison, après une aventure européenne de l'année dernière, avec une revanche à prendre. Oui, bien sûr. Et même dans l'énergie de ce qu'ils ont donné hier, je me dis, ben alors, quand ils vont la trouver? Le classement. Mais il est certain que si ils ne gagnent pas ce match-là, maintenant, ça va vite hein, de parler de crise. Hein. Au bout de 2-3 matchs, on parle de suite de crise. Hein, donc... forcément, quelqu'un parlera de crise. Hein, donc, le classement de cette Ligue 1 après 5 journées. Après 6... non, pas 5 journées. Oui, 5 journées, c'est ça. Monaco qui est en tête, surprenant monégasque, puis qui sont capables de perdre 4-1 face à Bruges et qui sont en tête de la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain, défait pour la première fois de la saison dans le classique face à l'Olympique de Marseille. L'OGC Nice s'est passé dans la deuxième partie du classement à la 12e place, à égalité de points, donc avec le promu du Paris FC. Léandra, il va falloir s'attendre à tout sauf une partie de plaisir, hein, parce que même s'ils n'ont que 6 points, le Paris FC, ils ont quand même montré, par exemple au Havre, là où je les ai vus, à Strasbourg, pardon, où ils ont été dominés par les Strasbourgeois, mais ils n'ont jamais rien lâché dans ce match. Moi j'aime bien cette équipe, je les avais vus contre l'OM, alors ils perdent 5-2, mais au final, avec l'égalisation de Cabal à 2-2, vraiment, ils étaient dans le match. Et ils ont battu Brest, il me semble. Ils font un bon début de championnat pour une équipe promue avec quand même un gros investissement cet été. 4e budget de Ligue 1. Exactement, la famille Arnaud derrière, Red Bull aussi qui est là. Là, ils viennent de changer de directeur sportif qui a aussi un beau pédigré. C'est lui qui avait attiré Coman, Musiala, donc au Bayern Munich. Donc vraiment, c'est un club qui travaille bien et qui a de grosses ambitions dans ce championnat. Il y a des joueurs... des bons joueurs de Ligue 1, Ilan Kebal, c'est un talent que t'as pas. Hein. Alors c'est l'espoir du mois de... Joueur du mois. Joueur du mois, carrément. Oui. Joueur du mois. Ouais. Donc non, une belle adversité. Enfin, moi, je m'attends pas à un match facile, c'est clair. Qui est plutôt, même s'ils viennent de perdre, en confiance, parce que leur début de saison est très positif dans le jeu, dans ce qu'ils proposent, dans l'allant offensif qu'ils ont. Même s'ils perdent les matchs, ils donnent du fil à retordre à leur adversaire et ils sont toujours dans le game à chaque fois. Ils n'ont jamais perdu un match largement. À Marseille, même quand comme l'a dit Leandra, ils en prennent 5-2, mais jusqu'à 20 minutes de la fin, tu te demandes s'ils vont pas, eux, prendre les devants dans le match. Hein. Ils ont vraiment posé des vrais problèmes. Ils reviennent à 2-2. Hein. Ils reviennent à 2-0. Et ils ont encore des occasions derrière. Pour mettre Rouli fait un gros match. Il fait des arrêts. Donc, est-ce que Diouf les fera c'est ça, t'as très peu d'incertitude. Si écoute, il va mettre... Non, j'ai vraiment... D'ailleurs, on va faire la compo après. J'ai vraiment très peu de doutes que Francaise m'écoute. Et j'espère d'ailleurs qu'il n'écoute pas, parce que je suis pas entraîneur. Lui, il a ses diplômes, il connaît beaucoup mieux le foot que moi. Moi, je suis juste là pour donner quelques arguments. Mais concrètement, c'est peut-être aussi le match bascule. Hein, je sais pas.
Tu y crois, ça, au match bascule, Romain? Parce que tu as vu des bonnes choses, toi, contre la Roma, effectivement. Est-ce que tu penses que s'ils mettent les ingrédients qu'ils ont mis face à la Roma, en étant peut-être un peu plus décisif dans les deux surfaces, ça peut le faire face au PFC? J'ai vu plus d'envie, plus de solidarité qu'à Brest. Voilà. Je pense que le retour de Dante a nettement contribué aussi. Pourra-t-il enchaîner? Ça sera la question. J'espère. Je sais pas. Ouais, non, bon. Ouais, match bascule, non, parce que la saison est tellement longue, j'en sais rien. Tu peux gagner ce match, en perdre 3 d'affilée après. Mais en tout cas, c'est un adversaire, tu as le même nombre de points que lui. Ok, il y a des bons joueurs, Kebal, Lesmelou, Simon, des bons joueurs de Ligue 1, mais l'effectif de Nice n'a pas à rougir devant celui du PFC. Donc là, c'est un adversaire à t'apporter, en tout cas. Ah, mais ils étaient tous à t'apporter depuis le début de la saison. Il est là. En Ligue 1, on parle. En Ligue 1, oui, je suis d'accord. Et au final, après 5 journées, t'en as gagné 2, quoi. Ouais. Contre Auxerre et contre Nantes. Bon. Et Nice, c'est une équipe qui fait pas de nul, en fait. C'est soit tu perds, soit tu gagnes, mais il n'y a pas de juste milieu. Football total. C'est tout ou rien. Bon. Allez, on va passer à la compo probable de ce match entre Nice et... Ah, oui, je dirais même une compo plausible, parce qu'on est à J-3. On est à J-3, là. Donc là, on se met des complications. La compo probable. Compo plausible, complot. Non, il n'y a pas de complot. Il y a des compos, mais il n'y a pas de complot. On y va. Philippe Rézoli. Donc, Yvan Diouf. On l'a vu. Voilà. Il est passé vite, mais on l'a vu. Oui, il est là. Le retour de Opon, qu'on a, avouons-le, a été assez surpris de ne pas voir aligné contre la Roma. C'est qu'il souffle un peu. Ouais, j'aurais préféré voir souffler Joumaba. Et justement, est-ce que ce serait pas temps de lancer Moïse Bombito? Parce que oui, il est à court de match, oui, mais il faudra bien qu'il démarre à un moment donné. Il peut pas rentrer 15 minutes et plus tôt. Quand tu vois la perspective aussi, je fais le lien avec Dante, c'est surtout le match de Fenerbahçe qui me dit Dante vaut mieux l'avoir à Fenerbahçe que de l'avoir à domicile contre Paris FC. Moi, pour moi, il faudrait l'avoir à tous les matchs. Oui, mais il peut pas. Il peut pas. Donc le choix, s'il doit être fait, je pense, c'est plutôt de l'avoir à Fenerbahçe et d'avoir le taulier sur le terrain. Donc, pourquoi pas relancer Moïse Bombito et du coup redécaler Melvin Bard en axe gauche pour ramener aussi de la fiabilité. Parce que Melvin Bard, dans l'aspect défensif, encore hier dans le couloir, projection pas terrible, mais dans la fiabilité, dans le duel, c'est là. Il répond présent. Donc, vaudrait mieux peut-être retrouver un peu de sérénité avec cette charnière-là. Les milieux et les pistons. La réflexion de tout à l'heure par rapport à Gouveia, oui, peut-être retrouver du coup tu mets pas Ali Abdi qui est rentré? Oui, il y a Ali Abdi aussi. Tu l'avais oublié? Je l'ai oublié. Parce que Thiago Gouveia est quand même passé pas mal à travers ouais, je l'ai oublié. D'ailleurs, peut-être plutôt Ali Abdi. Change la carte. Je l'ai complètement, le pauvre, désolé. J'ai complètement oublié Ali Abdi. Klose, Van Noot et... Encore une fois, dans une réflexion de rotation, si tu enlèves Boudaoui pour le faire souffler aussi, parce que là quelque part il le fait souffler contre la Roma en le faisant sortir très vite au bout d'une heure, ce qui n'était pas le cas des matchs précédents. Peut-être que là, dans la rotation, associer Morgan Sanson à la sentinelle Van Hout pourrait être une solution. Et devant, partant du même constat qu'on a beaucoup fait, et Daniel aussi, c'est l'entrée de Sofiane Diop qui a été... Non, mais elle a été bonne, son entrée dans l'énergie. Et aujourd'hui, non mais à Brest c'est une chose, ce qu'il a fait contre la Roma c'en est une autre, et dans ce dont a besoin l'OGC Nice, dans la créativité, dans la verticalité, aujourd'hui je ne vois que Sofiane Diop capable de le faire. Tu sais quoi, moi, on ne s'est pas consulté évidemment pour la compo, mais j'aurais mis Ali Abdi sur le côté gauche, la défense, et Gouveia ici, aux côtés de Terem Moffi. Mais quelle garantie de plus tu as avec Gouveia qu'avec Sofiane Diop? Parce que Diop, il ne montre rien. Il va te montrer dimanche. Je sais, je veux qu'il fasse mentir. À un moment donné, mais on attend tellement de lui.
depuis qu'il est arrivé. Ouais. Shaw, il n'est pas encore remis, ça. Shaw, il fait il a 2 fait entrées. il a Il a encore un gros plâtre sur. Et puis je pense que le coach compte beaucoup sur lui quand même pour lui amener des choses et ne pas vouloir trop brûler d'étapes parce que il y a la cadence des matchs qui arrive. Et je pense que Monaco, par exemple, pourrait être un match pour que Mohamed Ali Shaw retrouve une place dans le 11. Voilà, donc ce qui nous donnerait ça, sauf que là, on a décidé, hop, on barre, on met Ali Abdi. Voilà. Bon, elle fait débat en tous les cas, cette compo, c'est normal qu'elle fasse débat puisqu'on est à J-3 du match. On a préféré analyser à chaud cette rencontre entre l'OGC Nice et l'Aïsrodement. Mais voilà, plutôt que d'attendre un peu et de se dire qu'on en parlerait un peu plus tard, par exemple vendredi. Et surtout, la conf est que samedi. La conférence de presse de Francaise, c'est effectivement samedi à 24h du match, alors que d'habitude c'est plutôt à 48 heures, mais là c'est une semaine de Coupe d'Europe, donc c'est pour cela que Francaise donnera certainement un peu plus d'informations samedi sur son groupe, en espérant aussi, parce que là on n'a pas d'informations, qu'il n'ait perdu personne en route sur le match d'hier. On n'en avait pas l'impression, mais comme tu as dit, Dante, parfois il va falloir le ménager cette saison, donc il faudra faire aussi attention à ça. On termine avec le Souviens-toi. Romain, tu vas nous parler d'un bon souvenir pour l'OGC Nice face au Paris FC, le dernier souvenir des Aiglons face au PFC. Ouais, c'était le 5 mai 1979, dernier match en première division entre Nice et le Paris FC, c'était au Ray, donc 5-0 pour Nice. Ah, je m'en souviens, j'avais 6 mois. Et j'ai l'impression parce que Daniel, il était niçois cette saison, il n'a pas joué le match parce qu'il était malade. Souffrant. Voilà. Mais du coup, il connaît bien la saison. Mais avant de parler de ce match, je vais faire un petit flashback historique. Le Paris FC, C'est bon. vous savez combienième saison en première division? Ouf, non. 4e seulement. Dire 3. Ah ouais. Ouais. Pas un si riche passé que ça. Le Paris FC crée un club créé de toutes pièces en 1969 par la 3F, qui veut relancer un club à Paris en première division. Oui, parce que le Paris Saint-Germain n'existait pas à l'époque. Le Paris Saint-Germain n'existait pas à l'époque, et le Racing et le Stade Français avaient connu des déboires. Et ils étaient descendus au niveau amateur. Enfin, le Racing avait fusionné avec Sedan. Des histoires hallucinantes. Et donc la 3F veut lancer le Paris FC en 69 et veut obtenir une dérogation pour qu'ils jouent en première division tout de suite. Ils ne l'obtiennent pas, il reste une coquille vide pendant 1 an. Donc pas de match, rien. Et l'année suivante... C'est une histoire sans queue ni tête. Le Paris FC relancé en 69. Joli. Et l'année suivante, ils fusionnent avec le Stade Saint-Germanois, qui est en 3e division. Donc ils repartent en 3e division. Et ils vont monter les échelons tout de suite. 2e division, 1re division. Donc ils accèdent à première division en 1972. Ils feront 2 saisons en première division consécutives. Et dès 72, il y a la scission avec Saint-Germain, parce qu'ils veulent se débarrasser complètement de l'appellation Saint-Germain, d'où la naissance du Paris Saint-Germain, qui connaîtra l'ascension que tout le monde connaît. Et le PFC descend en 74, et c'est le déclin, ils quittent le Parc des Princes, ils vont rejouer à Montreuil en 2e division, etc. Et finalement, en 77-78, ils remontent en première division et ils retrouvent le Parc des Princes, et 78-79. Ils partagent le parc avec le Paris Saint-Germain. Ils jouent en première division, c'est la dernière saison du PFC en première division. Et la confrontation à Nice aurait, c'était la 34e journée, 5 mai 79, un match pour le maintien, parce que Nice est 16e, le PFC 19e, et doit absolument s'imposer pour avoir un espoir de se sauver. Au PFC, il y a quelques bons joueurs, Jean-Christophe Touvenel, Jean-François Beltramini, et un certain Jean-Noël Luc, qui a signé à Paris FC après 7 ans à Nice. Mais il a 30 ans, il est un peu en fin de carrière. D'ailleurs, il a ouvert... en fin de carrière à cette époque-là. Hein. Et parce qu'en parallèle de son métier de footballeur, il a ouvert un magasin de prêt-à-porter. Il explique que justement, il se consacre autant à sa vie de manager que de footballeur. Et je reprends cette déclaration qu'il fait à Jacques Boissonnet, le journaliste de Nice Matin, avant le match. Donc un match quand même décisif pour le maintien. Les dirigeants ont commis d'énormes erreurs de recrutement, ce qui explique notre faillite. 32 joueurs sont passés dans l'équipe, 12 transferts, 10 milieux, 5 libéraux. Nous sommes les représentants de la banlieue Est, mais curieusement, le public ne nous encourage pas. Alors, dans le Parc des Princes désert, les arbitres peuvent siffler sans crainte contre nous.
Donc des déclarations de Tony Truant avant À un la match. Jean-Noël Luc, qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Avant un match décisif. À Nice, c'est l'éphémère coach Albert Batteux qui arrive en cours de saison en février pour sauver le club et qui restera jusqu'à la fin de saison. Qui coach et il hésite au poste d'ailier gauche entre Yves Marion et Bernard Castellini, parce que Marion revient de blessure. Finalement, il aligne Castellini, qui va inscrire un triplé dans ce match-là. Donc on le voit là à l'écran. C'est le seul triplé de sa carrière. Les deux autres buteurs de l'équipe niçoise, c'est Biekovic et Guillou. Grâce à cette victoire, donc 5-0, Nice est quasiment sauvé. Il doit prendre 2 points dans les 4 derniers matchs. C'est un score un peu trompeur, si j'en crois le compte-rendu, parce que ça n'a pas été si facile. D'ailleurs, Jean-Marc Guillou déclare à la fin du match « Paris ne croyait plus à ses chances et cela nous a bien aidés ». Et il dit qu'il faudra encore marquer les points, c'est pas encore garanti. On voit le petit compte-rendu à l'époque, hein, même pas de fiche technique, pas de jeu joueur, rien. Et Monaco avait gagné, mais avait perdu Jean Petit. Exact. Quel souvenir. Donc Nice finira la saison 15e en première division. Le Paris FC 19e descendra. Donc c'était la dernière saison du club andéen. C'est René Bocky, si vous n'arrivez pas à voir. Et sur la photo, c'est René de Bocky. C'est la photo justement qui illustrait l'article. Si vous voulez la compo de Nice de l'époque, Perron, Asseri, Zambelli, Muller, Baraja, Guédon, Bocky, Guillou, Castellani, Biekovic, Bûcher. Ah. Voilà. Et donc, Daniel qui faisait partie de cette année-là, j'y étais. Pour ce match-là, j'étais malade, mais effectivement, j'étais dans cette équipe-là. Mais moi, ça faisait depuis 72 que j'y étais. Bah oui, bien sûr. Voilà, et j'allais y rester encore jusqu'en 81. Avec pas de souvenir du Paris FC par de ce match-là spécialement, Paris FC, oui, vaguement comme ça. Quoi. Je sais qu'on les a joués, mais à Paris il y avait le Restart aussi. On n'a pas parlé du Restart, mais justement c'était le club qui était à Paris, quoi. Avant le Paris FC. Moi, j'ai pas voulu développer, mais c'est exactement la 3F. S'ils veulent lancer un club, c'est parce qu'ils voulaient un club parisien. Le Restart pour eux, c'était à Saint-Ouen, parisien. Bon. Tu as tout dit sur ce Nice PFC, donc victoire 5-0 des Aigons. On souhaite la même chose, Daniel, dimanche. Ah bah oui, pourquoi pas, on signe de suite. Ouais, bon. Non, mais il ne faut pas être défaitiste, on n'a quand même pas la plus mauvaise équipe de L1, donc il ne faut pas exagérer. On est dans une passe difficile, il faut positiver, il faut changer les choses malgré tout, mais rester positif et optimiste, quoi. Voilà, la note positive, on va finir là-dessus, sur cette note positive de Daniel Sanchez avant cette rencontre, donc face au Paris FC, dimanche 15h, du côté de l'Alliance Riviera. Daniel, merci beaucoup d'être revenu sur le plateau de Giltos. C'est un plaisir une nouvelle fois. Léandra, merci. Will, je te souhaite de très bonnes vacances. Merci. Hein, ça va faire du bien, ça va faire la tête, un peu se reposer. À l'année prochaine. Ouais, non, quand même pas. Reviens-nous vite quand même, parce qu'on aura pas mal de choses 2026, à dire. Après la trêve internationale, à peu près. Non, 2026. Ah non, 2026. On va te rapatrier. Sur le plateau de Gym Tonic. Nous, on peut pas perdre les joueurs comme Francaise la saison dernière, c'est pas possible. Je vais me blesser. Romain, merci à toi d'être avec nous sur ce plateau. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Chloé Vargard à la préparation et la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour débriefer le match face à Fenerbahçe et avant le derby, bien sûr, entre Monaco et Nice vendredi soir. Donc, on débriefera tout ça et on parlera du derby sur le plateau de Gym Tonic. D'ici là, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et à très bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye.